Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel. Bonsoir à tous, bienvenue dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Une émission particulière ce soir pour deux raisons. Déjà, parce que Cécile de Ménébus est souffrante et déclare forfait, mais soyons honnêtes, elle est pour beaucoup dans la construction de cette émission et elle nous écoute. Bisous. Particulière également cette émission par l'actualité de ce mercredi 15 mars, journée de mobilisation syndicale contre le projet de loi sur les retraites. Nos débats y seront largement consacrés et nos vraies voix seront forcément inspirés. Philippe Bilger, président de l'Institut de Parole et auteur du livre Libre Propos d'un inclassable. Bonsoir Philippe. Bonsoir mon cher Frédéric. Pardon. Oui, mais alors le Fred est affectif, le Frédéric est comme il y a deux Frédéric, voilà. Je voudrais les distinguer. Voilà. Même si la qualité les rapproche. Avec nous Elisabeth Lévy, directrice de la rédaction de Causeur. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous et bonsoir Cécile. Oui. Nous t'embrassons. Bon, on ne s'inquiète pas pour Cécile. Bon, simplement, il y a des fois, il faut un peu couper. C'est ce qui est fait. Elisabeth, vous êtes arrivée. On vous entend, Pardon. Et en plus, on vous voit parce qu'il y a la chaîne YouTube, vous savez. Oui, mais voilà. Bon, parce que les auditeurs savent que nous sommes des êtres de chair et de sang. Et c'est ça qui vous rend irrésistible. Vous êtes arrivé limite. En sport, on appelle ça la photo finish. Ah, oui, Gêné par les j'ai dû manifs, un non peu improviser car voyez-vous la manifestation passait en réalité tout près de chez moi. Il n'y avait donc pas une voiture à l'horizon. Je pense que votre voisin ne résistera pas à la notion de saveur en attendant que Elisabeth Lévy, en attendant que vous avez été gêné par les manifestations, n'est-ce pas Olivier d'Artigol, éditorialiste politique? Il y a un petit côté petite provoque quoi. Bonsoir les vraies voix, je suis très content qu'Elisabeth ait pu manifester. Et est-ce que la classe sera aujourd'hui un peu plus dissipée? Parce que normalement Cécile est un peu notre gendarme. Oui, alors ça veut dire que vous profitez de ma gentillesse et de ma mansuétude pour prendre le pouvoir sans qu'on vous l'autorise. On verra. On verra. Vous voulez être notre vraie voix du jour et jouer face à l'une de nos vraies voix tout à l'heure à 17h50. Vous appelez Aude au 0826 300 300. Vous avez la parole, vous le savez, tout au long de l'émission. Le numéro de téléphone de Sud Radio 0826 300 300. Les débats du jour 17h30. Action musclée, déchets, électricité, transport. Les syndicalistes se trompent-ils de cible? Vous donnez votre opinion sur le compte Twitter de Sud Radio. C'est vrai, un débat lui aussi musclé, je le disais, à 18h30 avec autre question du jour. Et cette question, elle concerne l'actualité. Les journées de mobilisation, la journée de mobilisation aura-t-elle servi à quelque chose? Sous-entendu, commission mixte paritaire aussi qui devrait se terminer entre les parlementaires, 7 à l'Assemblée, 7 du Sénat qui se retrouvent pour trancher, on va dire, pour essayer de trouver un compromis à cette loi sur les retraites. Alors, nous commençons parce qu'il faut prendre les habitudes, peut-être avec notre auditeur, cher Benoît Goutorp, qui est notre réalisateur. Est-ce que nous avons Johan ? Oui, bonjour à tous, bonjour aux vraies voix. Bonjour Johan. Dans le Lot-et-Garonne, quelle ville? Alors exactement, Durance, un petit village sympathique dans le pays d'Albret. Pays d'Albret. Très bien. Voilà. Bon, tout de suite, ça a percuté autour de la table. C'est Nérac. Ouais. Alors oui, à côté de Nérac, tout à fait, à 15 minutes à peu près. Voilà. Vous avez vu comme l'Olivier d'Artigol est très fort sur la partie sud-ouest. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Bon, vous êtes prêts à intervenir tout au long de l'émission avec nous. Vous avez vu les thématiques. Oui. Vous avez été éventuellement manifesté. Vous êtes éventuellement en grève aujourd'hui, Johan, ou pas? Alors manifester, non. J'ai fait la manifestation, je crois que c'était le deuxième mouvement. J'avais participé à la manifestation, mais sinon aujourd'hui non. Voilà, je dirais l'obligation du travail a fait que je n'ai pas pu aller manifester, mais mon cœur était avec les manifestants du moins. Eh bien voilà un positionnement très intéressant qui ne laissera pas. C'est vraiment fort pour moi. Voilà. Olivier d'Artigol. Moi je suis l'inverse. Je suis pas pour le mouvement social, mais j'ai manifesté en quelque sorte. Et c'est fou, cher Philippe Bilger, quand et Elisabeth et Olivier sont là, comme vous avez une espèce de rôle de pondérateur, un peu centriste, non? Je me tais.
Elisabeth a une voix qui m'impressionne et une intelligence qui me tétanise. Et là, ça y est, j'ai lâché mon fromage. Quand il commence comme ça, c'est pas bon signe. Belle référence à La Fontaine, hein, vous avez lâché votre fromage. Ben ouais. oui. Bon, Johan, vous êtes conseiller en formation, vous travaillez avec des artisans. Ben justement, vous nous parlerez un petit peu de ce quotidien du moment. Je le rappelle, vous êtes du Lot-et-Garonne et vous êtes avec nous et nous vous faisons écouter la chanson du jour. Philippe Bilger dit « Je les adore, les abats ». Et on ne parle pas de boucherie-charcuterie, évidemment. Dans ce cas-là, c'est tellement drôle. Ne faites pas trop du Philippe David. J'étais mon frère. sûr. Il essaye. Mais parce que j'ai fait un petit clin d'œil à Cécile de Mélibus, il faut encore que j'en fasse un à Philippe David, que vous retrouvez d'ailleurs le midi, qui remplace l'ami André Berkoff en ce moment. Donc vous n'êtes pas trop privé de blagues. Je ne vais pas les qualifier. Ne dites rien à la suite. ABBA Dancing Queen, ça s'est passé le 15 mars 2010. Le groupe ABBA est intronisé au temple de la renommée du rock and roll. Je le dis avec l'accent comme vous voulez, aux États-Unis. Voilà, petit clin d'œil choisi par Justine qui travaille avec nous. C'est le moment du réquisitoire. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger. Et cher Philippe Bilger, vous voulez requérir contre l'obsession du travail en équipe, mais en même temps, l'expérience qui démontre qu'on n'est jamais bon tout seul. Contradiction ? Oui, contradiction et comme on m'a évidemment conseillé, et c'est naturel de le rattacher même d'une manière, à mon sens, un peu artificielle à l'actualité, je voudrais évoquer un Vous peu avez chaque soir un petit message. Hein, le pardon. couple Emmanuel Macron-Alexis Kohler. Le travail en équipe, on n'entend parler que de lui et j'avoue que j'ai toujours détesté cette idée de travailler en équipe, d'abord parce que je déteste le pluriel, que je n'aime que le singulier et que j'ai pu remarquer aux assises, par exemple, qu'en face d'une batterie d'avocats, la solitude d'un avocat général avec le déplacement intellectuel rapide qu'elle permet est une grande force. Et en même temps, au fil des années, j'ai été obligé de constater dans les débats médiatiques que même si on se croit excellent, si on est en face de chroniqueurs discutables, eh bien on n'arrive pas à être dans la moyenne. Parce que tout simplement, et je reprends le terme de mon procureur, on n'est jamais bien tout seul. Bizarrement, on a besoin d'Elisabeth, d'Olivier et parfois de quelques autres pour se sentir exalté et avoir envie de donner de soi-même le meilleur. Combien de fois je me suis retrouvé dans la vie sociale, dans la vie intellectuelle, dans la vie médiatique, comme tétanisé ou stérilisé parce que personne ne me donnait envie justement de tenter d'atteindre un niveau meilleur que la veille. Et donc voilà, je propose tout ça. Elisabeth, c'est une version noble de l'expression des sportifs. Pour faire un bon match, il faut être deux. Réaction d'Elisabeth Non mais Lévy. moi je trouve ça très intéressant parce que Philippe a commencé par, je pense, il y a une notion que je déteste, c'est intelligence collective. Je pense qu'on pense d'abord, la pensée c'est jeu. On ne pense pas ensemble. En revanche, là je trouve ça toujours stupide cette idée que l'intelligence collective va nous permettre de sortir de tous nos problèmes. On n'a qu'à se mettre autour d'une table et que vous allez voir comment nos génies vont s'additionner. J'y crois pas du tout. En revanche, et là où Philippe a raison, c'est que l'autre est une stimulation, évidemment, quel qu'il soit d'ailleurs, que ce soit dans la contradiction pour vous tirer vers votre pensée. Et c'est pour ça que Philippe et moi, d'ailleurs, je crois, et Olivier aussi, je pense, on aime les débats. Parce que s'appuyer sur la pensée de l'autre, y compris parfois pour la contredire, ou surtout, mais pas forcément, pas quand seulement. Quand elle est contraire, c'est formidable. Et très important, mais attention à ne pas croire, si vous voulez, que les pensées s'additionnent en réalité. Les pensées ne s'élaborent pas à plusieurs, ça c'est faux. On n'écrit pas à plusieurs. Vous imaginez tout de suite à qui j'ai pensé quand vous avez évoqué ce moment-là?
à Françoise de Gois. C'est-à-dire toutes les deux, quand vous êtes face à face, Elisabeth Lévy, Françoise de Gois, c'est magnifique. C'est un moment intense. J'adore ce moment. Ah ben, j'ai plus de fromage à lâcher là. Eh bien, lâchez-le. Olivier D'Artigol. Il y a besoin, je comprends très bien ce que dit Philippe, il y a besoin des deux. On a besoin de frotter son esprit, de l'aiguiser C'est joli, ça. à d'autres. Ouais. Et nous partagerons des espaces de débat. L'alchimie peut prendre ou pas. Il y a aussi des collectifs qui peuvent ne pas produire, ça peut faire pchit. C'est vrai. C'est vrai. Et il y a besoin de l'aller-retour avec le colloque singulier qui est de se retrouver seul, en introspection, avec un livre, avec une réflexion, avec un film, pour pouvoir... moi, je ne peux pas être tout le temps avec un groupe. Quelqu'un, bah oui. C'est-à-dire, il y a quelque chose aussi... Bon, donc il y a besoin de ce va-et-vient. Il y a besoin de ce va-et-vient. Petit bémol vis-à-vis d'Elisabeth. Et nous conclurons là-dessus. Oui, sur l'intelligence collective, je pense qu'il y a des moments où, quand un groupe a le même objectif, ça peut produire des choses spectaculairement efficaces. C'est une belle réflexion. Merci, cher procureur. C'est Ce qui est dégueulasse, c'est comme il a dit que c'était la conclusion. Je ne peux rien dire. C'est le thème intelligence qui est peut-être discutable dans le collectif. C'est un beau débat, cher procureur. On s'est régalé. Merci, nous Philippe. devons faire une petite pause. Je sais bien, mais nous revenons dans un instant. Rien ne dit que... Mais vous méritez d'être dans l'intelligence collective. J'essaie de m'y accrocher. Je m'y accroche. Ouais. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brandel. Vous êtes avec nous sur Sud Radio, vous donnez votre avis, c'est une journée de mobilisation syndicale. Nous sommes le 15 mars, nous y sommes avec des questions que nous vous posons. Vous allez sur le compte Twitter Sud Radio, vous donnez votre avis. Première question, action musclée, déchets, électricité, transport. Les syndicalistes se trompent-ils de cible? Vous nous le dites et puis vous intervenez aussi au 0826 300 300, vous êtes les bienvenus. Nos vraies voix, Philippe Bilger ce soir est avec nous, Elisabeth Lévy, Olivier D'Artigol. Ils ont lancé les débats, alors sur des bases très élevées. Ils restent à ce niveau, c'est-à-dire très élevé. Félix Mathieu, l'actu en 3 mots. Les vraies voix Sud Radio. Et l'actu en 3 mots. Je vous mets un petit peu de pression quand même. Manifestation et confrontation. Oui, 7 députés. c'est l'actualité. Commission, manifestation et confrontation. Voilà. Et on ne dira pas On y est. déjà. Ah bah écoutez, beaucoup de mots. C'est à vous, cher Félix Mathieu. 7 députés, 7 sénateurs réunis et un article 7 adopté en commission mixte paritaire. C'est celui qui reporte de 2 ans l'âge de départ à la retraite. Certainement un peu plus de 7 manifestants dans les rues du pays pour dire leur opposition à cette réforme et pour mettre la pression sur les deux assemblées. Confrontation symbolique, mais pas que. Confrontation physique. Si et là, ça dégénère un peu à Paris où nous serons à Lyon ou encore à Nantes. Les vraies voix Sud Radio. Ils entendent bien mettre la pression sur les députés et les sénateurs alors que les deux assemblées pourraient voter demain le texte sur la réforme des retraites. Les opposants au projet donnaient de la voix dans les rues du pays aujourd'hui. 90 000 personnes à Toulouse selon les syndicats. À Marseille, ils étaient, tenez-vous bien, 7 000 selon la police, 160 000 selon les syndicats. Bon, je vous laisse choisir, la fourchette est quand même assez large. En tout cas, au micro de Lionel Maillet, ces manifestants avaient un message pour les députés. Moi je dis s'il passe le texte de loi, je brûle ma carte électorale. Ça sert à rien de voter pour des gens qui votent contre nous, contre le peuple. Quand ils mettent le 49.3... S'ils font ça, ça va vraiment mettre le feu aux poudres. C'est une dernière grosse cartouche, effectivement. Comme chez les LR, parce que c'est de dont on parle, ils ne sont pas tous du même avis. Donc d'essayer de mettre la pression sur ceux qui sont encore hésitants. Je leur dis de penser aux personnes qui sont dans leur circonscription, surtout dans la partie ouvrier, employés, salariés, de savoir qu'ils auront des comptes à rendre un jour. Mais il y en a beaucoup qui disent que c'est plié, de toute façon on peut rien faire. Mais non, je pense qu'il ne faut pas lâcher et qu'il faut continuer les manifs et les blocages. Un propos recueilli par Lionel Maillet à Marseille pour Sud Radio. Alors, on va maintenant voir ce qui se passe du côté de Paris dans le cortège contre la réforme des retraites. Ça semble un peu agité. Bonsoir Antoine Mazer. Bonsoir Félix, bonsoir les vraies voix. Bonsoir Antoine. Vous êtes sur place pour Sud Radio. Dites-nous comment ça se passe dans la capitale. Oui, on est à 500 mètres à peu près du point final de cette manifestation, avenue des Gobelins, pas très loin de la place d'Italie où devait terminer cette manifestation. Alors déjà, certaines personnes sont déjà arrivées parce qu'en fait, ça a été un cortège un petit peu différent des autres fois. Ça a été un cortège surtout que la police, avec un gros dispositif, a voulu verrouiller, sécuriser et a voulu surtout diviser. Parce que pas mal d'éléments perturbateurs se sont ramenés
dans ce cortège, mais un cortège qui quand même a été très moins nombreux que d'habitude. Ça, on peut le noter. On attend dans quelques minutes les chiffres vraiment des syndicats et de la préfecture de police. Bon, c'est sûr que cette manifestation, elle a été moins nombreuse que les autres fois, mais en tout cas, le mouvement de radicalité, lui, il a été beaucoup plus présent que les autres fois. On sent bien que le mouvement s'accentue et que les personnes, même si demain, me disait-il, la réforme était votée à l'Assemblée, ils continueraient, ils viendraient se battre dans la rue, mais que la rue ne suffira pas, il faudra d'autres actions coup de poing. Et aussi, autre chose à noter dans le cortège parisien, c'est qu'on a retrouvé des rues de Paris propres, parce que toutes les poubelles avaient été dégagées avant cette manifestation. Donc voilà, pour surtout éviter que certains individus viennent enflammer le parcours, mais un petit peu de dégradation urbaine à noter. Mais pour l'instant, le cortège qui se dirige tranquillement vers la place d'Italie avec quelques éléments perturbateurs, mais qui sont bien gérés par les forces de l'ordre. Eh bien, merci Antoine Mazère en direct de la manifestation parisienne contre la réforme des retraites pour Sud Radio, des affrontements avec la police aussi du côté de Lyon, de Nantes, Lyon, où la préfecture demande aux manifestants de se désolidariser des casseurs et des groupes violents. Félix, pendant ce temps, 7 députés et 7 sénateurs débattent à huis clos. Oui, la commission mixte paritaire vient d'adopter l'article 7, celui qui repousse de 2 ans l'âge de départ. Objectif de cette commission, s'accorder sur une version commune de cette réforme des retraites. Elle pourrait être votée sans doute demain dans les 2 assemblées. Huis clos, mais le socialiste Arthur Delaporte a profité de la micro-pause déjeuner pour dire tout le mal qu'il pensait des conditions dans lesquelles se déroule cette commission. Donc ça, c'est le document qui nous est présenté. Ça, c'est les fameuses 110 pages. Vous voyez, là, article 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, on est à une douzaine de pages. Et on nous demande, il y a 38 modifications, et on nous demande de pouvoir enchaîner comme ça et de parler des modifications de l'article 7, alors qu'on nous a remis ce matin ce document. On vient d'obtenir au forceps 15 minutes de pause, incluant déjeuner, plus lecture de tout le document, et on nous dit qu'il n'y aura pas d'autres pauses. Et là, je viens de parler juste des 38 modifications à l'article 7. Je ne vous parle pas de ce qui suit, article 8. Donc on a 15 minutes pour pouvoir, à nous seuls, décider, analyser, amender, comprendre ce qui nous est soumis. Arthur Delaporte du PS, commission hors sol, a réagi de son côté sa collègue insoumise Mathilde Panot, elle aussi lors de cette pause et de ce petit point presse improvisé au passage. Une présidente qui, dès le départ, nous a en quelque sorte menacé si nous faisions sortir de la CMP ce qui s'est passé, mais qui n'est pas seulement un huis clos, qui est en apesanteur sociale totale par rapport au pays. Vous avez l'impression dans cette salle, vu l'autosatisfaction qui y règne, qu'il n'y a pas de mouvement social depuis des semaines, qu'il n'y a pas 3,5 millions de personnes qui ont manifesté mardi dernier. Et quant aux représentants du RN dans cette commission mixte paritaire, Thomas Ménager, il renvoie un petit peu tout ce monde dos à dos. Les Républicains et le gouvernement ont trouvé un accord, ont négocié depuis hier ce texte qui nous est soumis. Depuis aussi quelques minutes, on voit que la France Insoumise, elle, a fait le choix de déformer les propos, de mentir sur un certain nombre d'éléments en diffusant sur les réseaux sociaux ce qui peut être dit. Ce qui est certain, c'est que lors de cette commission mixte paritaire, moi je me suis félicité de l'annonce que les 43 annuités max semblent être repris pour éviter une injustice au sein des carrières longues. Ce qui est certain, c'est qu'il y a eu des avancées au Sénat que nous, au Rassemblement national, nous allons essayer de défendre. Quand bien même nous sommes contre la globalité du texte, nous allons essayer de maintenir ces avancées qui adoucissent la réforme. Ce qui est certain, c'est que tant que le report de l'âge légal de 2 ans est maintenu dans ce texte, nous serons contre ce texte. En tout cas, on saura demain si le gouvernement décide de présenter la réforme des retraites au vote de façon classique, avec l'accord issu de la commission mixte, ou bien s'il décide finalement de recourir au 49.3 comme redouté par les opposants à la réforme. La première ministre, en tout cas Elisabeth Borne, se dit convaincue d'obtenir un accord sur le texte. Eh bien, Félix Mathieu, pendant que vous vous exprimiez, des premières images qui tenteraient à nous faire penser que l'examen de la réforme des retraites devrait accoucher d'un accord imminent, puisque les membres de la commission mixte paritaire ne devraient pas tarder à quitter leur bureau là-bas à l'Assemblée. Philippe Bilger, mobilisation en baisse partout, hésitation, c'est pas la grosse journée. J'ai cru comprendre en écoutant Antoine Mazère qu'il y avait moins de monde, mais que la virulence était plus forte. Donc c'est quelque chose d'appréciable. Et deuxièmement, la commission mixte paritaire va évidemment aboutir à un accord, puisque sa majorité est d'accord sur le projet de loi à quelques nuances près présenté par le gouvernement. Alors nous reviendrons à 18h30 parce qu'on en saura beaucoup plus, mais réaction peut-être... La commission mixte paritaire sera en
en effet conclusive. Il vient de tomber le communiqué de presse des députés Les Républicains. Seule la lecture du titre permettra de faire comprendre l'ambiance. Une CMP conclusive avec 3 avancées majeures sous l'impulsion des Républicains au nom des Français. Bon, au nom des Français, cela reste à confirmer au regard des sondages. C'est le communiqué de presse. Mais ça veut donc dire que l'exécutif a réussi à faire atterrir les Républicains en répondant positivement à leurs demandes, ce qui devrait peut-être, je dis bien peut-être, faire atterrir aussi la sensibilité Pradier, dont on a beaucoup parlé. Aurélien Pradier, mais cela reste à confirmer, ce qui pourrait amener Élisabeth Borne à aller plutôt au vote et pas au 49-3. Mais vous savez, en politique, il peut encore se passer beaucoup de choses jusqu'à demain après-midi. Elisabeth Lévy. Non, mais ça, que la CMP soit arrivée à un accord sur un texte, c'était fait d'avance. Juste sur la baisse de la mobilisation, les gens, en fait, comme moi je suis pas du tout, je trouve pas que cette réforme est géniale, mais je ne la trouve pas non plus aussi horrible, cruelle, etc. que ce qu'on nous dit. Elle me fait pas monter au rideau, disons, ni dans un sens ni dans l'autre d'ailleurs. C'est une belle expression. Voilà. Mais ce que je constate, c'est que je suis très minoritaire, visiblement. Ça, je n'en disconviens pas. Et s'il y a une baisse de la mobilisation, c'est pour 2 choses. La première, c'est parce que les gens pensent que le texte va de toute façon passer. Et à vrai dire, ça n'est pas non plus incohérent avec l'esprit de nos institutions. Il y a un exécutif qui procède de l'élection et il n'y a personne pour le renverser aujourd'hui. Il n'y a pas une majorité pour le renverser. Enfin, donc une espèce de résignation. Jusqu'à aujourd'hui, la deuxième chose, c'est qu'il faut quand même être honnête, ça coûte cher. Ça coûte cher de faire la grève. Alors, encore une fois, je sais pas si je crois qu'on reparlera un peu de ces mouvements, mais contrairement à ce que vous m'avez dit, cher Olivier, je crois qu'Anne Hidalgo, comme patronne, peut tout à fait décider de payer les jours de grève des éboueurs. Il me semble que oui. Alors, il y a un syndicat. Donc... Mais mon impression est qu'ils ont un peu cette idée en tête, sinon leur grève n'aurait pas peut-être duré aussi longtemps. Mais malgré tout, pour beaucoup de gens, c'est un sacrifice sur des petits salaires. Il faut bien le dire, c'est un gros sacrifice. Donc, c'est aussi une des explications. D'où l'explication. Vous n'allez pas manifester pour un texte qui va passer Elisabeth, et faire des sous. Vous pouvez en garder un peu, puisque dans un instant, voilà, sous le pied, question du jour, 17h30, le premier grand débat, action musclée, déchets, électricité, transport, etc. Les syndicalistes se trompent-ils de cible? Dites-le nous au 0826 300 300. Vous votez, vous dites oui, vous dites non, je vous donne la première tendance, les auditeurs, etc. À tout de suite, les vraies voix. Vous êtes conviés sur le compte Twitter. Mais alors, qui parle alors que nous sommes à l'antenne? Eh bien, mon cher Philippe indiscipliné. Oh là là, en ce jour où nous avons besoin de nous ranger, finalement. Cécile, reviens. Je fais retraite, rapidement. Bon, nous saluons Cécile de Mélibus, ne vous inquiétez pas, rien de grave, mais il y avait besoin quand même d'un petit peu de repos. Donc, grosse bise à Cécile de Mélibus. Vous, sur Sud Radio, les auditeurs, vous êtes conviés, vous appelez au 0826 300 300. La question du jour, action musclée, déchets, électricité, transport. Les syndicalistes se trompent-ils de cible? Vous nous le dites. Et puis aussi, vous votez sur le compte Twitter de Sud Radio. Pour l'instant, vous dites non. Les syndicalistes ne se trompent pas de cible à 71,1% contre 28,9%. Pour l'instant, vous dites non. Qu'en diront nos vraies voix qui sont... Vous l'avez déjà un petit peu entendu, Philippe Bilger, Elisabeth Lévy et Olivier d'Artigol. C'est-à-dire que nous avons aujourd'hui, en ce jour de débat politique global et social et général en France, opté pour la pluralité dans les vraies voix. Des sons de cloche qui viennent d'un petit peu partout. J'aimerais quand même vous resituer le contexte. Les grèves se poursuivent, alors ambiance. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Ce que je ressens, c'est qu'on est passé d'un processus de contestation d'une réforme, on commence à monter dans un sentiment de ressentiment, voire de colère dans certaines têtes. L'idée des grévistes, se mobiliser avec des actions populaires. C'est mieux qu'un mouvement de grève classique? Je pense, oui. Mais est-ce que le droit de grève, c'est de mettre en danger les autres? Parfois, quand il y a moins de manifestants dans la rue, il y a plus de colère dans les têtes. Que les éboueurs souhaitent faire grève, c'est un droit. Ce sont des actions qui ne sont pas autorisées. On en a conscience, on en est responsable, et la sanction peut aller jusqu'au licenciement. On a le sentiment d'avoir été méprisé. Vous savez, le mépris, c'est comme l'humiliation, on s'en relève pas facilement. Une grève, il faut que ça se voit, oui, mais la grève, effectivement, on peut avoir un service minimum.
Des coupures de courant parfois inédites sont à évoquer. La pénibilité aussi pour les usagers des transports privés de train, de travail, de revenus. Des poubelles qui s'entassent et des riverains dans un inconfort inacceptable. Mais au fait, la cible de l'action syndicale n'est-elle pas les décideurs plutôt que les usagers du quotidien? Nous vous posons la question pour l'instant. Vous dites, les syndicats ne se trompent pas de cible. Petit tour de table déjà. Philippe Bilger, ces actions, elles sont marquantes et certains usagers souffrent. Oui, mais comment dire, à la question de Sud Radio, je me demande si précisément ces manifestants n'ont pas de cible à proprement parler. Ils ont l'objectif de peser par l'amplitude de leur mouvement sur un pouvoir dont ils espèrent, alors qu'il sera convaincu de la validité de leur cause. Ça, c'est le premier point. Mais le deuxième, je n'ai pas le sentiment que lorsqu'ils mettent en œuvre tous ces processus de blocage, d'intimidation, voire de violence, d'incommodité sociale, ils n'ont pas un but. Leur but, c'est, pardon pour le terme, je vais utiliser un euphémisme, d'ennuyer le maximum de citoyens. C'est un euphémisme. À tel point qu'il y a quelques semaines, j'ai entendu cette phrase et le syndicaliste a éprouvé le besoin de rajouter ennuyer les Français et bien sûr le pouvoir. Donc je ne dirais pas qu'ils se trompent de cible, puisque leur cible est tellement vaste qu'en réalité, elle peut être atteinte par tous leurs moyens. Au risque de perdre en popularité, Elisabeth c'est toujours un billard à trois bandes. En réalité, c'est toujours ce genre de choses est toujours un billard à trois bandes. C'est un peu comme les sanctions contre un pays. On espère que le peuple, si vous voulez, va s'énerver contre son régime ou contre le pouvoir qui a mérité des sanctions. Et là, on espère que les usagers qui souffrent vont se retourner contre le gouvernement qui ne cède pas. La situation baroque, c'est les poubelles à Paris, parce que là, ça n'embête pas. Et dans 8 grandes villes françaises. Pardon, alors dans les autres villes, je ne sais pas si le maire a, comme Madame Hidalgo, encouragé la grève, si vous voulez. Parce que là, à Paris, nous avons cette situation très particulière que la patronne encourage ses salariés, parce qu'à Paris, les éboueurs qui font grève, à part ceux du 15e, sont ceux qui sont employés par la mairie, directement, si je ne m'abuse. Et là, donc, Madame Hidalgo est leur patronne. Et elle les encourage à faire grève. Donc, on a une situation tout à fait inédite où la maire de Paris veut emmerder les Parisiens pour emmerder le gouvernement, si je puis dire. Pardon, pour ne pas euphémiser ce verbe qui a été popularisé par le président de la République. Il y a un peu moins d'euphémisme pour le coup. Mais c'est-à-dire, moi, je me cale sur Emmanuel Macron. Je vous donne les dernières infos par rapport à ce thème. Mouvement de grève des éboueurs reconduit jusqu'à lundi prochain à Paris. Une lettre de mise en demeure a été envoyée par le préfet de police à la maire, Anne Hidalgo. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, demande la réquisition du personnel. Olivier d'Artigol, je voudrais vous solliciter sur cette question des éboueurs, mais prendre un exemple de quelqu'un que vous connaissez bien. Il s'appelle Ludovic Franceschet. Vous avez été d'ailleurs sur un plateau avec lui. C'est un éboueur star de TikTok et il a joué un rôle dans cette mobilisation. Je vous propose de revenir un petit peu en arrière. Ça faisait partie de ces quelques messages donc qu'il donne sur TikTok, exemple de ce qu'il produit. Aujourd'hui, je suis à Ivry-sur-Seine. Il y a un incinérateur à déchets et là, il est bloqué. Et oui, pas besoin d'être syndiqué pour pouvoir soutenir le mouvement. Et moi, j'y suis. Aujourd'hui, je fais grève. Certes, ça coûte, mais il faut donner de la force. N'hésitez pas à soutenir toutes les personnes qui font ce métier, éboueurs, mais pas que, toutes les personnes qui se donnent les moyens pour pouvoir changer les choses à l'avenir. Merci beaucoup et prenez soin de vous. Bon, on sent bien, Olivier d'Artigol, que c'est un discours très posé avec un monsieur donc, qui est éboueur et qui parle avec son cœur. Oui, une personnalité très attachante, très identifiée sur les réseaux sociaux, car il aime son métier. Il en parle bien et il fait aussi la pédagogie contre les incivilités. Bon, voilà. Je suis en désaccord, ça nous arrive avec Philippe Bilger, dans le sens où, bien évidemment, les manifestants, les grévistes ont une cible. Leur cible, c'est le retrait de ce texte. Ils n'en veulent pas. Ils ne veulent pas travailler 2 ans de plus. Et le gouvernement, depuis maintenant 2 mois, a connu un échec cuisant, retentissant, sur sa volonté de convaincre le pays
sur une réforme juste et efficace. Mais dans l'action, Olivier, dans l'action, est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen ? Je ne suis absolument pas nostalgique d'une période où un président nous disait, de toute manière, quand il y a des grèves, personne ne s'en rend compte. Oui, Nicolas Sarkozy. Bien évidemment, aujourd'hui, quand il y a des grèves, on peut s'en rendre compte. Et je dans constate, les transports, un peu moins. Oui, un peu moins, mais là, on parle des éboueurs. Ouais. Ah bah, et je constate que l'opinion publique, via les sondages, cette opinion publique maintient majoritairement un soutien, pas uniquement à l'intersyndicale, mais y compris à la grève, majoritairement. Donc il faut bien peut-être analyser en profondeur ce qui se passe au sein de la société française, qui ne veut pas de cette réforme et qui continue, malgré les désagréments que cela peut provoquer, à soutenir un mouvement, y compris dans ses formes les plus difficile. J'ai une information importante à vous donner. Elle concerne Ludovic Francechet. Donc, on a écouté l'un de ses petits discours, hein, c'est sur TikTok, mise en scène. J'ai appelé tout à l'heure Ludovic. Je voulais qu'il soit notre invité. Il s'est mis à pleurer. Il s'est effondré. Il aurait aimé être avec nous. Mais voilà, il a posté ce matin un tweet, un message. Écoutez-le. J'ai décidé de ne plus m'exprimer sur les retraites, sur ce qui se passe actuellement, que ce soit sur Paris ou en France. J'ai été menacé. Je comprends pas. Mon discours sur les retraites va s'arrêter là. Je veux juste avoir un avenir plus sain. Voilà. Ludovic a été menacé de mort. La médiatisation, et bien sûr, il a fait des plateaux avec sa personnalité, avec sa sensibilité. Il était avec vous sur CNews notamment. Il a fait plusieurs plateaux avec sa sensibilité. Bon, je devine ce qu'il a pu recevoir comme message. Bon, Twitter notamment est un cloaque parfois infâme. Bon, moi, je lui adresse des pensées très positives, voilà. Mais moi aussi, je voudrais ajouter Elisabeth, quelque chose. Alors moi aussi, je lui adresse des pensées très positives et je voudrais lui dire, même affectueusement, je voudrais lui dire de faire une chose. Quand on est attaqué, je veux dire, il faut savoir que ceux qui aboient, heureusement, ne mordent pas, ils ne mettent pas leurs menaces à exécution. Il ne faut pas regarder. C'est-à-dire qu'en plus, vous leur ferez perdre leur temps à tous ces ânes qui passent leur temps à mettre des insultes ou des menaces. S'ils le font et que vous ne les regardez pas, ils perdent leur temps et ils perdent. Et bien entendu, je comprends que ça vous touche, mais que Olivier a raison, dès qu'on est un peu médiatisé, c'est comme ça. Mais ce que tu dis là, Elisabeth, c'est un processus. C'est-à-dire pour arriver à ne plus être touché, comme tu dis, cela s'apprend. C'est vrai, tu as raison. Derrière cette question, et ce cas vraiment qui est très très touchant, moi j'ai eu ce monsieur au téléphone, c'est un monsieur éminemment sympathique. Il y a la problématique de cette action, c'est-à-dire que dans la mesure où on monte les Français les uns contre les autres sur des actions qui vont directement à l'encontre du quotidien des Français, c'est pénalisant. Qu'en pense Johan, qui est notre auditeur, témoin sur Sud Radio? Vous continuez de voter. Pensez-vous que ces actions syndicales se trompent ou ne se trompent pas de cible? Qu'en pensez-vous, Johan? Alors moi je fais des bonnes de 5 mètres quand j'entends un peu ce qui se passe sur le plateau. Voilà, alors moi en fait, disons que est-ce que les syndicats se trompent de cible? Je dirais non, absolument pas, puisque je vais abonder dans le sens d'Olivier, la cible, c'est la réforme. Quand aujourd'hui, je vous renvoie un sondage là, tout simplement, 67% des Français approuvent que de continuer la mobilisation contre la réforme. Et c'est plus 4 points depuis le 10 mars, vous avez raison de le rappeler, Johan. Et puis aussi, je vous renvoie à des chiffres historiques sur la mobilisation du 17 mars, 1,28 millions de Français, donc c'est au-dessus de Fillon, c'est un record. Donc quand on voit que les Français, donc plus de 6 Français sur 10 soutiennent à cette action-là, ils comprennent très bien qu'à un moment donné, pour, je dirais, fragiliser un gouvernement qui n'écoute rien, qui n'en fait qu'à sa tête, il faut passer par des moyens comme cela pour paralyser tout l'État. Parce que les syndicats ne cherchent pas à paralyser les ménages, etc. Parce qu'au-delà de la réforme des retraites, on est bien conscient qu'il y a des problèmes de pouvoir d'achat, on est bien conscient qu'il y a une hausse énergétique,
etc. Énormément de problèmes en fait que subissent, excusez-moi, tous les ménages. Donc déjà, imaginez si 6% sur 10, avec tous les problèmes qui sont liés à économiques, je dirais à la vie que les ménages mènent, s'ils sont aujourd'hui d'accord à 6 sur 10, c'est que vraiment il y a une réelle efficacité. Bon, c'est entendu, Johan, c'est entendu. Et la tendance, pour l'instant, c'est 70%. Non, ils ne se trompent pas de cible. Je vais y arriver. C'est du 70-30. Alors ça oscille. Un coup, c'est 70, c'est des poussières, ou 69. Mais nous sommes autour. Réaction très courte d'Elisabeth parce que ça réagit au 0826 300 300. Elisabeth Lévy. C'est ce que vous avez dit, vous. On monte les Français les uns contre les autres. Oui, ce que j'ai dit moi, c'est ça. Oui, je ne sais pas qui est ce on qui essaye. On a quand même le droit d'avoir une position qui n'est pas celle de la majorité. On a le droit d'être en désaccord sans détester les gens. Moi, je déteste pas les éboueurs qui font grève. Je suis contre leur mouvement. Et j'ai pas l'impression que il n'y a pas de on qui m'a monté. On a quand même le droit d'avoir des points de vue qui s'opposent. Prenons un personnel on et qui a été volontairement utilisé par ma propre personne, puisque dans ces cas-là, c'est possible de la part d'un peu tout le monde. Donc c'est pour ça que je restais dans le on. Je ne suis pas sûr que un désaccord signifie que nous sommes montés les uns contre les autres. Je ne déteste ni les cheminots qui font grève, ni les éboueurs. Je n'ai pas de haine c'est très pour bien eux. de le dire. Je ne suis pas d'accord avec eux. Mais je veux dire, on peut se parler quand même. Hein. La preuve, c'est sur Sud Radio. Et vous continuez, vous réagissez 0826 300 300. Régis qui nous appelle d'Arles. Bonsoir. Bonjour. Régis. Bonsoir. Vous trouvez que les syndicalistes vont trop loin? Nous vous écoutons. Pour moi, je suis complètement à l'opposé de l'auditeur précédent. Moi, je suis plutôt, on va dire, dans la minorité, des 30%. Ouais, c'est ça. Moi, je pense que, voilà, je vous soutiens, Madame Lévy. Merci. Non, je pense que vraiment, c'est abusé. Je veux dire, à un moment donné, c'est pas la rue qui gouverne, quoi. Je veux dire, Monsieur Macron, il a été élu en 2022. Je veux dire, les gens, ils avaient qu'à aller au bout d'eux-mêmes. Ceux qui ne sont pas allés voter, il fallait qu'ils aient Madame Le Pen, si c'était comme ça. Il ne fallait pas qu'ils aillent voter avec un mouchoir sur le nez pour Emmanuel Macron. Je veux dire, à un moment donné, c'est ça, le problème, c'est ça, c'est qu'il a été élu démocratiquement, qu'on le veuille ou non, quoi. Je veux dire, il faut arrêter de dire qu'il n'a pas été élu, il a été élu avec 25% de ses partisans et les autres qui étaient contre lui. Il a été élu, point. Donc, à un moment donné, voilà, je veux dire... Voilà, ça me révulse un peu ce genre de commentaires sur. On remet en cause la démocratie en faisant ça. Donc c'est très intéressant parce que deux points de vue de deux auditeurs différents, deux points de vue de deux vraies voix, de points de vue différents. Vous essayez de trancher, mon cher Philippe Bilger? Non, mais moi je trouve que jusqu'à maintenant la rue n'a pas le pouvoir. Il faut être clair. La rue s'oppose à une réforme proposée par le gouvernement. Jusqu'à maintenant, elle reste dans une attitude totalement démocratique. Si elle ne le faisait pas à partir du jeudi soir, là, ça poserait un vrai problème. Je vous donne la parole, Olivier d'Artigol. Je voudrais juste vous ramener à l'actualité. Elisabeth Borne, tout à l'heure, devant le Sénat, a déclaré « Il y a quelque chose de grave à opposer systématiquement la légitimité de la rue et du Parlement ». C'est à vous, Olivier. Je voudrais répondre à notre auditeur. Bien évidemment, personne ne conteste l'élection d'Emmanuel Macron. Ça y est. Ça, oui, c'est la commission mixte. Le texte est voté. Mais il faut bien voir les conditions exceptionnelles les conditions de cette élection. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron lui-même, au soir du premier tour, lui qui a fait une campagne à droite avant le premier, une campagne à gauche pour le second, lui-même dit « Je sais très bien que des personnes ont voté pour moi qui ne partagent pas ma sensibilité, ma politique, mon programme, et cela m'engage ou m'oblige, je n'ai plus. M'oblige, il a dit m'oblige. Il aime beaucoup cette expression. Et donc, l'opposition très installée dans le pays à cette réforme, je pense que l'exécutif aurait dû prendre la question du travail avant de prendre la question des retraites, l'oblige d'une certaine manière. Bon, le texte des retraites validé par la commission mixte. Je salue la conclusion positive de la commission mixte paritaire entre députés et sénateurs. Déclaration du ministre du Travail, Olivier Dussopt. Nous marquons une respiration. Nous revenons avec nos vraies voix. Vous êtes aux alentours de 70% pour dire que non, les syndicats ne se trompent pas de cible en faisant ces actions coup de poing et notamment à travers les éboueurs. Merci aux auditeurs. Vous continuez de réagir. 0826 300 300. Vous avez la parole. Vous votez aussi sur le compte Twitter Sud Radio. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel.
Une petite pause détente dans ce débat très tendu. Vous restez sur le fil, les auditeurs de Sud Radio, 0826 300 300. Vous donnez votre avis. Le prochain débat, 18h30. On a le temps d'en reparler. Nous sommes avec les vraies voix. Elisabeth Lévy, Philippe Bilger, Olivier d'Artigol. Ils sont maintenant les uns et les autres face à leur destin. Voici le quiz de l'actu. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Et bien sûr, pour jouer un rôle déterminant dans ce jeu, Johan, donc de Duras, hein, c'est ça, hein? Durance, avec le N. Oui, Durance. Ben, si je lis bêtement la feuille sur laquelle il y a eu cette erreur, je suis dedans, voilà. De Durance. Johan, vous connaissez le principe. Vous choisissez celui contre qui vous jouez. C'est-à-dire que vous essayez d'imaginer qui peut être le plus faible sur l'actualité en ce moment, et dès que les deux autres marquent un point, c'est vous qui marquez. Si vous répondez, bien sûr, vous marquez. Contre qui jouez-vous? Alors, je ne choisis pas le plus faible, au contraire, je pense que je choisis le meilleur concurrent, Elisabeth Lévy. Hein. J'ai envie de... Voilà, j'aime le défi. L'appui de quelqu'un qui est redoutable et de quelqu'un qui perd assez régulièrement. Et Johan fait preuve d'une diplomatie exceptionnelle, parce que ça dévalorise un petit peu Elisabeth de jouer contre elle avec le... Mais là, il vous met en valeur. On dirait moi avec mon fromage. C'est ça. Allez, jingle, c'est parti. Première question. Question foot. Qui a annoncé la fédération annoncé la Fédération canadienne de football? Que les femmes, une histoire de femmes et de trans, je suis sûr. De trans, non. Une histoire de femmes, que le football féminin. Vous n'êtes pas loin. De mettre en valeur le football féminin. Elles vont jouer avec leur voile. Non, Les Canadiens sont tous à fait capables de ça. Johan, vous répondez quoi, vous? Alors, d'accentuer la mise en valeur du football féminin et pourquoi pas leur accorder un peu plus d'audience, peut-être. Non, c'est pas ça, mais plus précisément. Allez-y, plus d'argent. Alors, ça veut dire quoi? Elles sont mieux payées comme les hommes. Payée comme les hommes, Elisabeth Lévy. Elisabeth Lévy. Ça fait 2 points. On lui donne, mais c'était pas spontané. Ça fait 2 points pour Elisabeth Lévy. Attention, restez concentrés. Question licenciement. Quelle entreprise a annoncé supprimer 10 000 postes de plus cette année? Meta. Elisabeth Lévy est redoutable. 4 points. Quelle fine lame. La maison mère de Facebook et Instagram. Ça veut dire pour l'instant, Johan, que vous n'êtes pas dans une position... Troisième question, c'est parti, question géopolitique. Le Premier ministre suédois a reconnu rencontrer des difficultés pour l'entrée de son pays dans l'OTAN. Mais quel pays s'y oppose vigoureusement? La Turquie. Oui, la Turquie. Réponse d'Olivier d'Artigol. Vous reprenez des couleurs, Johan. Question bancaire. Dans quel cadre de la faillite bancaire Dans le cadre de la faillite bancaire, qu'est-ce que le bank run? Allez-y. Les particuliers viennent chercher de l'argent. Voilà. C'est-à-dire que l'État dit que tout le monde peut aller chercher son argent. Alors précisez la garantie par l'État de l'épargne des épargnants. C'est pas l'épargne que je veux entendre. Des épargnants. Philippe Bilger, répondez. Maître. Une méthode. Vous avez la parole, Philippe. C'est la solvabilité des banques, c'est-à-dire qu'elles puissent aller plus loin. Ça permet donc pour les gens le retrait. Le retrait, Philippe Bilger. Le retrait, Philippe Bilger. Si je peux me permettre, Frédéric, c'est ce que j'ai dit. Je suis désolé. Un chat est un chat. Elisabeth Lévy est Elisabeth Lévy. Et donc, nous en sommes à 4 partout. Non, s'il vous plaît, 4 partout. Elisabeth, je vous demande votre sérénité. Vous ne l'aurez pas. Attention, tout se joue là-dessus. Tout se joue là-dessus. Une question lancement. Hier, qu'a lancé officiellement Emmanuel Macron? Les Jeux aux 500 jours. Les 500 jours. Les 500 jours. Voilà. Bonne réponse d'Olivier d'Artigol. La victoire est pour Johan. Bravo. On a bien vu. J'ai choisi mon équipe. Johan, est-ce que vous jouez au tennis?
Alors, non. Bon, parce que vous êtes digne des Björn Borg, des Ivan Lendl, des Rafael Nadal, c'est-à-dire de gagner en 5-7. Vous perdez les 2 premiers et vous allez chercher les 3 suivants. Oui, non, Johan, pardonnez-moi, vous avez bénéficié d'un arbitrage honteux contre lequel je m'assure. Je suis consterné de constater que vous êtes mauvaise joueuse. Que de vices, Elisabeth, que de vices. Oui. Jusqu'à aller soudoyer l'arbitre. Mais nous aimons les vices un peu. Olivier et moi, un peu de vice ne nuit pas. Dans un instant, merci Johan. On a laissé un peu d'espoir. Voilà, vous avez laissé un petit peu d'espoir. Merci. Le calme est retombé. Dans un instant, les informations. Vous écoutez Les Vraies Voix. C'est un rendez-vous incontournable. La preuve, on s'y amuse en plus. Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel. L'information est tombée en cette fin de journée. Députés et sénateurs sont donc parvenus à un accord en commission mixte paritaire sur une version commune du projet de réforme des retraites qui devra encore, rappelons-le, et nous en parlions avec Mathieu Bellisario, obtenir un vote favorable du Sénat et de l'Assemblée. Ça se passera demain, jeudi, pour être adopté, donc, sauf si le gouvernement décide de recourir au 49.3. En quelques clics avec vous, Félix Mathieu, il était beaucoup question de la réforme des retraites aujourd'hui encore dans la rue, à l'Assemblée et sur les réseaux sociaux. Oui, sur les réseaux sociaux, les députés NUPS entendaient faire la transparence à propos de la commission mixte paritaire qui vient d'adopter cette version commune du projet de réforme des retraites. 7 députés, 7 sénateurs réunis à huis clos. Alors qu'à cela ne tienne, eh bien, les oppositions ont live tweeté ce qui s'y passait. Exemple de ces tweets, notamment sur le compte du groupe LFI. Scandale. Alors que ça avait été voté au Sénat, il est finalement décidé en commission mixte paritaire que les agents chimiques dangereux ne seront pas pris en compte dans le fonds d'usure professionnelle. Les salariés exposés aux produits chimiques ne seront donc pas couverts finalement. La France Insoumise, qui un peu plus tôt s'était montrée grinçante sur des éléments de procédure. La rapporteure Renaissance regrette que nous n'ayons pas pu aller au bout du texte à l'Assemblée nationale en première lecture, qui a choisi d'utiliser le 47.1 et refusé d'ouvrir les séances le week-end pour poursuivre les débats à l'Assemblée, le gouvernement et les macronistes. L'obstruction, c'est eux, pouvait-on lire. Au passage, les Insoumis reprochent dans leur live tweet aux députés RN de s'être montrés trop conciliants dans cette commission. Des députés RN qui, en retour, les accusent d'avoir menti sur la teneur des échanges. Le Rassemblement national explique s'être opposé à des mesures comme l'article 7, la mesure d'âge, le recul de l'âge de départ, mais avoir salué en revanche des mesures qui semblaient atténuer les effets de la réforme, comme par exemple sur les carrières longues. C'est les joies du huis clos, parole contre parole. En tout cas, après l'adoption de cette version commune du projet de réforme entre députés et sénateurs, Elisabeth Borne vient de réagir sur Twitter. Et selon elle, cet accord montre qu'il est possible de bâtir ensemble des solutions. Je cite la Première ministre. Après l'examen par chaque assemblée, 7 députés et 7 sénateurs de diverses sensibilités se sont accordés, proposent un texte commun pour préserver notre système de retraite. Par ce compromis, écrit Elisabeth Borne sur Twitter, ils répondent à la demande des Français de bâtir ensemble des solutions pour le pays. Voilà ce qu'écrit la Première ministre qui, pour autant, n'en dit pas plus pour le moment sur les modalités d'adoption demain, 49.3 ou pas. Ça, Elisabeth Borne ne s'est pas encore exprimée sur ce point. Merci Félix Mathieu pour cette réaction. Alors, les premiers chiffres et les vraies voix vont réagir, bien sûr. L'information vient donc de tomber. Alors, parmi les chiffres qui sont donnés, 450 000 manifestants à Paris selon la CGT. Le taux de grévistes pour le gouvernement, 3%. Voilà quelques tendances. Alors, les vraies voix, on casse un petit peu le fonctionnement là. Philippe Bilger est là, Elisabeth Lévy, bien sûr, et puis aussi Olivier d'Artigol. Vous réagissez au 0826 300 300, les auditeurs de Sud Radio. Bien sûr, le compte Twitter, vous donnez votre avis sur les consultations. Philippe Bilger, réaction, c'était logique, commission mixte paritaire. Oui, voilà. Qu'elle ait été conclusive, on le savait. Elle ne pouvait d'ailleurs que l'être compte tenu de la majorité favorable au projet de loi sur les retraites. Moi, ce qui m'intéresse, bien sûr, on va discuter des chiffres aujourd'hui, mais ce qui m'intéresse, c'est de voir si l'intersyndicale qui va se présenter devant l'Assemblée nationale demain au moment du vote va avoir un impact sur le Parlement, sur l'Assemblée nationale. Je n'en sais rien, mais je pense
pense qu'ils ne pourront pas complètement négliger qu'il y a dans cette intersyndicale un homme qui a été particulièrement remarqué depuis plusieurs semaines, et j'aurais envie de dire à son sujet ce qu'on disait sur Raymond Barre avec son impitoyable modération. C'est redoutable, quelqu'un comme ça. Et cet homme, Laurent Berger, bien sûr, de la CFDT. Non, mais justement, Elisabeth Lévy, je vous donne la parole juste. Cet accord obtenu par 10 voix contre 4, c'est aussi un petit peu ce qu'on attendait de la part de la commission mixte paritaire réunissant, on le rappelle, 7 députés et 7 sénateurs. Elisabeth Lévy. Oui, non, mais c'est pas sur l'accord, on va pas revenir. Non, bien sûr, allez-y, réagissez. Mais c'était important de préciser. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Philippe. Moi, il me semble, en réalité, j'ai quand même... D'abord, moi, j'ai toujours pensé que le gouvernement ne passerait pas par le 49.3, non pas parce que je suis sûr qu'ils peuvent faire voter leur texte, mais parce que, comme Emmanuel Macron est quand même quelqu'un d'assez joueur. Donc, je pense qu'il est capable d'aller au risque en se disant que c'est en plus un moyen de mobiliser les plus réfractaires de sa majorité qui ne voudront pas, si vous voulez, se montrer sous les balles. Donc je pense qu'ils vont aller au vote, et en fait je pense que ce texte sera adopté demain soir. Alors maintenant, s'il ne l'est pas, s'il y avait un 49.3, voire une motion de censure, ou s'il y avait un vote et un rejet, là on rentre dans une autre situation, et tout ce que j'ai dit, vous pourrez le jeter à la poubelle. Mais il me semble donc que les syndicalistes ne vont pas influencer directement ce qui va se passer. Laurent Berger, d'ailleurs, a fait cette déclaration en disant que si le texte était réellement voté, donc 149.3, ça crée quand même une situation où on passait à une autre phase qui m'intéresse, moi, parce que je pense depuis le début que je ne crois pas que toute cette colère, que toutes ces protestations soient simplement liées au fait de travailler 2 ans de plus, d'autant plus que pour 60% des gens, ce ne sera pas le cas. Ça sera difficile parce qu'il faut trouver un travail. Non, mais déjà, ce ne sera pas le cas tout simplement parce que la réforme prévoit qu'au-delà des 43 années, qu'il faut aller jusqu'à 43 ans, même avant la réforme. Donc, il y avait beaucoup de gens qui allaient déjà jusqu'à 64 ans de toute façon. Donc, ça ne change rien pour eux. Ce que je veux dire, c'est que ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui se joue en réalité dans cette colère, et qu'est-ce qui va en rester. Et c'est ça, je pense, sur quoi nous devrions réfléchir, parce que maintenant, l'épisode retraite touche à sa fin, et pour ma part, je dis Dieu merci, parce que je n'en peux plus. Bon, Elisabeth, la parole est à Olivier d'Artigol. L'épisode ne touche en rien à sa fin. Une étape touche à sa fin. Une étape parlementaire. Mais le niveau de ressentiment dans le pays sera un tsunami de défiance, de personnes se disant mais c'est pas possible. Et en plus, cette réforme, avec les derniers arbitrages, n'atteint pas l'objectif qui a été ô combien martelé de l'équilibre financier. Donc dans 2 ans, il y en a une autre. Puis, il y a dans la Constitution, le 49.3, on ne cesse de nous dire que c'est une arme constitutionnelle, très bien. Il y a aussi l'article 11 qui va être activé. Rappelez-le nous. C'est un référendum d'initiative partagée qui permet de déposer un projet de loi. Ce projet de loi doit être soutenu par 185 députés. Ils sont d'ores et déjà rassemblés et doit aller chercher un soutien citoyen de 4,7 millions dans le pays. D'où l'appellation première étape. Une étape. Vous avez dit une étape. Ça va se poursuivre. Que personne ne pense que demain, quel que soit le scénario de demain, tout ça est derrière nous. Dans l'immédiat, il a gagné tout de même le pouvoir. C'est une première victoire. Non, mais il a gagné une bataille, mais pas la guerre. C'est ce que vous voulez dire. C'est que il faut voir dans quoi bascule le pays derrière. Mais oui, justement. Le climat, la couleur. Alors, un mot façon Elisabeth Lévy, c'est-à-dire 2 phrases. 2 phrases. Attendez, j'enclenche le chronomètre. C'est-à-dire... Non, mais moi, ce qui me frappe, c'est que nous allons effectivement être confrontés à un véritable problème. Vous dites l'objectif comptable n'est pas réussi, mais c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de faire comprendre aux gens qu'on ne peut pas à la fois demander plus de pouvoir d'achat et moins de travail. Mais 2 phrases, ça y est, c'était... Non. Nous sommes obligés de faire une pause. C'est promis, nous y revenons. 18h30, c'est le grand débat, on en parle. Je vous ai même fait cadeau de mon coup de cœur. Je devais faire un coup de cœur. Je ne le fais pas, je le garde pour demain. Je le garde pour demain. Ça sera mieux. Allez, à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Bradel. Nous
Nous nous approchons du deuxième grand débat de la soirée. Vous donnez votre avis. La journée de mobilisation aura-t-elle servi à quelque chose? Pour l'instant, vous dites oui à 53%, non à 47%. C'est très serré. Vous allez donc sur le compte Twitter Sud Radio. Vous réagissez au 0826 300 300. Les vraies voix ce soir sont... C'est une espèce de dream team en fait. Philippe Bilger, Olivier d'Artigol et Elisabeth Lévy. C'est leur tour de table en plus. Oh, dites, je vais envoyer les actualités. Vous venez les voir dans la cabine? Je vais vous raconter une histoire pas banale. Et vous me racontez pas votre petite journée? On a assez perdu de temps comme ça. Le tour de table. De l'actualité. Je commence par la personne qui se trouve à ma gauche autour de la table, à savoir Philippe Bilger. En 2022, Emmanuel Macron n'aurait pas été choisi pour son projet, mais comme un gestionnaire bouclier face à Marine Le Pen. Oui, alors j'aurais pu traiter, je voulais aborder mon impatience face à la sortie du livre d'Éric Zemmour, et puis j'ai pensé que comme les retraites vont doucement peut-être vers une conclusion au moins provisoire, qu'il était intéressant de voir confirmer une intuition qu'on ne cesse de développer depuis des mois. C'est-à-dire qu'une étude d'opinion qui est reprise par un site qu'adore Elisabeth Lévy, Mediapart, eh bien indique que très peu de Français... Elle n'a jamais collaboré avec Mediapart, ont décidé de voter pour Emmanuel Macron en raison ou grâce à un projet qu'au contraire, la plupart, une forte majorité, a décidé de voter pour lui parce qu'il serait le meilleur administrateur, le meilleur gestionnaire et bien sûr le bouclier le plus efficace, paraît-il, contre Marine Le Pen. Ça m'intéressait de voir confirmer une intuition qu'on pourrait presque qualifier de majoritaire dans les débats qui ont eu lieu sur les retraites. Peut-être la notion de dernier rempart. Alors Olivier d'Artigol pour la contradiction peut-être, non? Marine Le Pen? Moi, je non, mais moi je comprends, je fais partie de ces gens-là très concrètement qui ont voté Macron pour ne pas avoir Marine Le Pen. Pour différentes raisons. Notamment, j'en pointe un sur la question de la préférence nationale dans le programme de Marine Le Pen. On peut être en désaccord avec moi. On peut être en désaccord avec moi. Mais je trouve que ce n'est pas en effet une bonne démocratie que de devoir systématiquement au second tour de la présidentielle voter pour faire barrage. Il y a quelque chose dans ce moment qui se répète qui abîme la démocratie, bien évidemment. En même temps, s'il y a 12 candidats et qu'il n'y en a plus que 2, forcément, les électeurs des 10 autres sont obligés de faire barrage, d'une certaine manière. Oui, mais il y a beaucoup de personnes aussi qui ne... Moi, je l'ai fait, mais j'ai aussi des personnes autour de moi qui ne sont pas allés voter, qui n'acceptent plus tout ça. Non mais moi, excusez-moi, je vais être beaucoup plus sévère parce que moi, si vous voulez, j'ai envie de dire aux gens qui sont allés voter pour faire barrage, eh ben vous l'avez voulu. Vous l'avez parce que la réalité, c'est qu'ils se sont fait avoir par le discours moral sur Marine Le Pen qui, à mon avis, n'a pas lieu d'être. On peut être contre le programme de Marine Le Pen. En revanche, les gens... Après, on peut être moins pour aussi. Non mais les gens ont voté pour Macron en voulant le programme de Marine LePen. C'est ça qui me fascine. Une partie sur les retraites, pardon. Je m'explique. Alors, tout à l'heure, vous m'avez dit le on, moi je vous dis les gens. C'est qui les gens? Sur les retraites. Sur les retraites, excusez-moi, il y avait un choix clair, c'était probablement un des rares sujets sur lequel il y avait un choix clair. 70% des gens ne veulent pas de cette réforme des retraites et ne veulent pas de réforme des retraites du tout d'ailleurs. Donc, je dis, ils n'avaient qu'à voter Marine Le Pen. Et pour la préférence nationale, une petite blague à mon cher Olivier, les éboueurs parisiens bénéficient d'une préférence nationale, car pour être éboueur à Paris, il faut être de nationalité française ou Union européenne. Bon, voilà. Alors le tour de table se poursuit. Olivier d'Artigol avec l'actualité retraite. Donc il n'est plus vraiment question de l'inflation alimentaire, mais c'est une réalité qui touche beaucoup de familles. Et vous voulez le rappeler ce soir. Oui, il est vrai que l'actualité retraite écrase tout. Mais il y a d'autres sujets qui taraudent le quotidien d'un très grand nombre de personnes. L'inflation spectaculaire des prix alimentaires en fait partie. Puisque nous sommes au mois dernier à 14% d'augmentation sur la dernière année, et on nous annonce des 17-18% d'ici l'été. Ce qui fait que des organismes tels que les Restos du Cœur,
tels que le Secours populaire, le Secours catholique, les épiceries solidaires, nous disent combien elles sont face à une demande exponentielle, avec des nouveaux profils, des personnes qui viennent, qui ne venaient pas avant. Et surtout qui ont un travail. Et des gens qui travaillent. Ouais. C'est salariés pauvres. Avec, dans le journal La Croix aujourd'hui, double page avec cette phrase d'une personne, j'achète ce dont j'ai besoin, pas ce dont j'ai envie. C'est-à-dire des vies qui sont bouffées de tout, notamment qui privent le petit bonheur de la vie, se faire un petit plaisir. Je le dis souvent, le cinéma, le resto en famille. Et avec cette question qui est une question qui relève de la dignité des vies, le reste à vivre. Quand tout est le reste à vivre. Maintenant, dans ce reste à vivre, il y a des personnes aujourd'hui qui ne vont plus au supermarché, y compris ceux où les prix sont les plus abordables, mais qui basculent dans l'aide alimentaire. Et puis, on avait parlé des loyers avant, il ne reste plus grand-chose après le loyer, maintenant il ne reste plus du tout. Non mais c'était, rappelez-vous que c'était le ressort des Gilets jaunes, que si on ne peut pas vivre décemment, c'est-à-dire avec un peu plus que le nécessaire avec son travail, on survit, on vit plus. On est effectivement dans un problème systémique. Moi, Elisabeth Lévy, c'est autant de temps en moins pour votre tour de table. Mais ça va aller très vite. Je voulais juste montrer une photo, je la montre à la caméra, je ne sais pas si on peut la voir. Oui, pour ceux qui regardent Sud Radio sur la chaîne YouTube. Je la décris. L'élégance est-elle toujours de mise à l'Assemblée? C'est votre thème. C'est une dame dont on ne voit pas la tête, elle a une écharpe tricolore, elle est députée, je vous le dis, et elle a un jean troué. Et des baskets. Et je dois dire, mon petit jeu c'était qui suis-je? Alors je vous donne la réponse. Qui suis-je? Le jeu de cette erreur aussi. Ercilia Soudet, députée de la France Insoumise. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que dès qu'on fait ce genre de remarques, on nous dit sexiste. Je vous le dis tout de suite, Ercilia Soudet serait un homme. Ah oui, là, ça change rien. J'aurais dit exactement la même chose. Et ce qui est sexiste, ce qui est super sexiste, c'est de nous dire que dès qu'on critique une femme, on est sexiste, comme si les femmes étaient une espèce à protéger parce qu'ils sont trop fragiles. Les vraies voix dans l'équilibre des voix, justement. Une réaction, Philippe Bilger? Je rejoins totalement Elisabeth Lévy. La tenue, l'allure sont, j'allais dire, légitimement bisexuelles. Cette photo a été prise absolument. Olivier, je sais pas, mais en tous les cas, ça n'est pas une tenue convenable à l'Assemblée. Vous le savez, Olivier? Donc elle n'est pas à l'Assemblée. Elle n'est pas à l'Assemblée. Elle est en manifestation. On peut apprécier ou pas le fait. Non, elle n'est pas à l'Assemblée. Elle est en manifestation. Alors autant pour moi, je crois que je vous dis quelque chose. Il y a, concernant cette jeune députée, dont on peut discuter de sa tenue dans l'hémicycle, quelque chose aujourd'hui sur les réseaux sociaux qui relève d'un acharnement, j'espère qu'elle tiendra le coup. Ça, c'est terrible. Il y a une autre 18h28 sur Sud Radio. Dans un instant, 18h30, ça sera le grand débat. Vous votez, la journée de mobilisation aura-t-elle servi à quelque chose? Pour l'instant, vous dites oui à 54%, c'est très serré. Vous êtes les bienvenus, 0826 300 300, les vraies voix, à tout de suite. Eh bien, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une petite consultation aussi serrée que cela. 54-46 pour l'instant. La journée de mobilisation aura-t-elle servi à quelque chose? Vous réagissez sur le compte Twitter de Sud Radio, 0826 300 300. Vous intervenez. Nos vraies voix sont là. C'est une Dream Team. Philippe Bilger, Elisabeth Lévy, Olivier d'Artigol. C'est parti. Les vraies voix Sud Radio. Le coup de projecteur des vraies voix. Le coup de projecteur des vraies voix. Donc aujourd'hui, vous l'avez suivi sur notre antenne, beaucoup d'informations. La dernière en date, donc retraite. Les députés, les sénateurs s'accordent sur une version commune du projet de réforme dans le cadre de la commission mixte paritaire. J'ajoute d'ailleurs que l'article 7 qui définit, qui valide l'âge légal à 64 ans pour le départ en retraite a lui aussi été donc adopté par cette commission paritaire. Beaucoup de manifestations étaient prévues aujourd'hui. Une mobilisation assez décevante. Nous allons en parler avec vous, les vraies voix. Et puis aussi, nous allons évoquer la commission mixte paritaire. C'est la raison pour laquelle nous sommes avec le politologue de référence, Nicolas Corato. Bonsoir, Nicolas. Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous. Bonsoir. Bon, nous avons devisé avec les vraies voix qui vont vous harceler de questions, mais déjà, compte rendu de cette journée de commission mixte paritaire. Les députés, les sénateurs sont sortis quand ils étaient de l'opposition, chacun leur tour, en faisant une petite conférence de presse en disant on a faim. Bref, c'était bizarre, un peu la commedia dell'arte, non ?
Ah oui, j'ai cité entre Comédia dell'arte, j'ai choisi Vaudeville. J'ai choisi Vaudeville et Plat de lentilles, mais vous verrez pourquoi. Vaudeville parce que rarement commission mixte paritaire n'avait attiré autant d'attention médiatique et n'avait été autant live tweeté, si on utilise les mots bien français, y compris de l'intérieur par certains de ses participants. C'est la première fois que cette commission, qui est quand même quelque chose d'assez feutré, on essaye de se mettre d'accord, on cherche un consensus, devient un peu une foire où chacun se rue dans la salle des 4 colonnes. Vous savez, cette salle de vestibule de l'Assemblée nationale où sont rassemblés les journalistes pour, au fur et à mesure, aller informer les uns et les autres de ce qui se passait. Donc, sur la forme, une commission mixte paritaire très étrange, d'autant que l'enjeu n'est pas colossal, puisqu'on savait avant que les députés et les sénateurs n'y rentrent qu'il y avait un consensus quasiment acté entre les Républicains et la majorité présidentielle. Oui, le résultat, c'est 10 voix contre 4 qui se sont donc inscrits dans une non-acceptation. Voilà. Voilà. Et souvent, à la fin d'un vaudeville, on dit tout ça pour ça, parce que finalement, on arrive au plat de lentilles. Le plat de lentilles, c'est ce que récupèrent les Républicains après ces heures et ces journées de négociation. Finalement, pas grand-chose. On ne revient pas quand même sur les carrières longues, même s'ils vont nous dire le contraire. Et par ailleurs, Bruno Retailleau, qui était ce matin chez vos confrères de France Inter, disait « Il n'y aura pas d'accord s'il n'y a pas une reprise du CDI senior que le Sénat a voté. » Et finalement, à la fin de cette commission mixte paritaire, on découvre que ce CDI senior va être simplement expérimenté jusqu'en 2026. Donc ça n'est pas quelque chose qui va être généralisé. Et en 2026, il y aura une date couperée pour y revenir. Nicolas Corato, les vraies voix vous posent des questions. Philippe Bilger. Nicolas, j'aimerais vous questionner sur un petit débat qu'on a eu il y a quelques secondes, quelques minutes. Imaginons que demain, comme peut-être c'est probable, le gouvernement n'ait pas besoin d'utiliser le 49.3 et que le projet soit voté. Est-ce que vous considérez que dans l'immédiat, c'est un gain politique appréciable pour un pouvoir qui n'a pas cédé, qui a tenu par tous les moyens dont il disposait, ou bien êtes-vous plutôt sur la ligne d'Olivier d'Artigol qui disait que le ressentiment allait être durable par rapport évidemment à la déception profonde qu'une population majoritairement hostile au projet éprouvera. Nicolas Corato. Une réponse en 2 parties rapides. La première, est-ce que ce sera d'abord un ouf de soulagement, je pense, pour la majorité présidentielle, quel que soit le résultat, mais s'il est positif, ce sera un ouf de soulagement. L'idée de pouvoir passer à autre chose, c'est déjà la petite musique qu'on entend, hein, y compris du côté des conseillers élyséens. Qu'est-ce que ça va donner sur le corps social? Cette mesure sera légitime démocratiquement et politiquement, je crois qu'il faut être très clair, même si elle passe par 49.3, hein, c'est le jeu de nos institutions, donc il n'y a pas de raison de remettre en cause démocratiquement ce processus. En revanche, on sait que cette réforme, elle est socialement, quasiment majoritairement, très majoritairement dénoncée par les Français. C'est-à-dire que d'une certaine manière, il va y avoir un hiatus entre le jeu parlementaire, le jeu du gouvernement, et puis le corps social. Et cette fracture entre le corps social et les représentants politiques est effectivement très inquiétante. Elle est très inquiétante parce qu'elle n'est pas nouvelle, et elle est inquiétante parce qu'on la ravive de manière très très dangereuse avec cette réforme. Ce que ça peut donner demain, nul ne le sait, hein. On parle beaucoup du retour des Gilets jaunes, mais les Gilets jaunes, personne ne les avait vus venir. Et on sait très bien qu'il n'y a rien qui ressemble plus à une nouvelle fronde sociale qu'une ancienne. Donc, bon, je pense que vraiment là-dessus, les prévisions sont difficiles à faire. Et rappelons-le, Nicolas, 67% des Français, ça veut dire plus 4 points depuis le 10 mars dernier, 67% des Français approuvent la mobilisation contre la réforme des retraites. Donc tout peut se passer. Réaction autour de la table et autour donc de Nicolas Corato. Je n'ai pas rappelé d'ailleurs que vous êtes le président du think tank Place de la République. Allez, c'est à vous, Olivier d'Artigol. Je suis totalement d'accord avec Nicolas lorsqu'il prend l'image de la fracture. D'autant plus que cette fracture ne vient pas dans un paysage avec un horizon dégagé, avec un horizon avec un ciel qui aurait été sans nuages. Cette fracture vient après des épisodes dans notre vie démocratique qui, pour ma part, dont je date la première étape au référendum de 2005, qui fait qu'il y a depuis
sur la manière dont s'est passée la dernière élection présidentielle, sur la manière dont Emmanuel Macron a aujourd'hui fait fi de la démocratie sociale avec cette intersyndicale qui était réunie et qui n'a pas pris beaucoup en considération. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je suis aussi d'accord sur le caractère imprévisible de ce qui suit. Bien malin qui peut dire, moi je trouve que la société française est une société cocotte-minute, et qu'il peut y avoir des foyers, sans que je vous dise comment, à quel rythme ou et sous quelle forme, mais qui pourraient faire irruption dans la période à venir. Des informations qui tombent, Elisabeth Lévy. Emmanuel Macron va recevoir Elisabeth Borne à l'Élysée. Et puis, autre information également sur la grève des éboueurs. Anne Hidalgo ne donnera pas suite à la demande des réquisitions via Gérald Darmanin. Voilà un beau bras d'honneur aux Parisiens et au gouvernement. Alors, Elisabeth Lévy. Non, juste sur Olivier a raison. On constate tous une crise démocratique plus ou moins larvée depuis des années en réalité, et même une crise collective sur tous les fronts, en vérité. Et je trouve, là je nous adresse à nous tous une sorte de petite critique, une autocritique en ce qui me concerne, c'est que nous avons tendance à ne nous tourner que vers le pouvoir, vers les gouvernants. Or moi je pense que les gouvernés que nous sommes sont aussi critiquables. Et moi j'ai vu au cours de ce débat sur les retraites ce que j'appelle l'individualisme d'État. C'est-à-dire que personne ne se demande plus jamais ce qu'il pourrait ou devrait faire pour la collectivité, parce que ce pays, quand même, notre économie est en capilotade. Et aujourd'hui, ce qui nous empêche d'être en cessation de paiement, c'est malheureusement que les Allemands garantissent en gros nos emprunts sur les marchés. Et c'est pour ça d'ailleurs que je n'aime pas tellement l'argument Emmanuel Macron fait ça pour les marchés. Si on n'était pas endetté, le meilleur moyen de ne pas avoir besoin des marchés, c'est de ne pas être endetté. Parenthèse fermée, retournez à vos propos. Eh bien donc, ce que je vois, si vous voulez, c'est que chacun attend de la collectivité qu'elle se défonce pour lui, qu'elle travaille plus pour lui, parce que si nous ne voulons pas travailler 2 ans de plus, ça veut dire que quelqu'un doit le faire à notre place. Quelqu'un doit produire à notre place. Quelqu'un doit payer pour que nous puissions ne pas travailler. Et je trouve tout ça, si vous voulez, je ne veux pas travailler, mais je veux que la collectivité, en fait, se mette à mon service. Et je dois dire que je ne nous trouve pas très glorieux. Et je me demande si nous sommes encore un peuple. Voilà. Bien, alors ça, c'est la partie, et c'était très important, et la partie commission mixte paritaire aujourd'hui. Donc, à la question, est-ce que cette journée aura apporté quelque chose? Les auditeurs de Sud Radio continuent de voter sur le compte Twitter et donnent leur avis au 0826 300 300. Vous dites oui, cette journée de mobilisation aura servi à quelque chose, à 53,5%. Les auditeurs de Sud Radio, justement, une première réaction de Johan, notre auditeur de Durance dans le Lot-et-Garonne. Johan, votre avis sur cette partie commission mixte paritaire? On a l'impression que ça n'a finalement pas changé grand-chose. Tout le monde savait ce qui allait se passer. Mais finalement oui, parce que vous regardez qui siégeait justement à cette commission mixte paritaire, je dirais 75% des personnes qui siégeaient étaient, je dirais, plus du côté du gouvernement que du côté, on va dire, du peuple représenté actuellement par les manifestations. Moi, il y a 2 choses en fait qui sont importantes à dire. C'est en effet la chute de la démocratie et le manque de représentativité. Aujourd'hui, on constate, on dit ah ben oui, la démocratie chute, etc. Avec le temps, on constate qu'il y a des violences, etc. Mais le problème, il faut trouver des solutions. Pour moi, la solution, c'est le gros problème de la France aujourd'hui, c'est les triangulaires. Les proportionnels, vous avez des pays comme l'Allemagne, la Finlande, etc., d'autres pays civilisés, où vous n'avez pas ce problème. Il y a des coalitions, il y a souvent des coalitions. Voilà. Non mais oui, non mais j'entends, mais je veux dire, il n'y a pas ces problèmes conflictuels. Et puis ensuite, pour répondre à Madame Lévy, elle qui parle de création de richesses, etc., oui. La valeur ajoutée, Madame Lévy, elle se crée par justement la création de richesses et par la productivité, mais pas en allongeant, je dirais, le temps de travail, puisque on sait tous qu'un travailleur, il perd en productivité plus on allonge son temps de travail. Pour moi, il faut valoriser des secteurs comme l'artisanat, producteur de richesses. Il faut mettre les moyens nécessaires pour justement créer de la richesse et pas aller dans l'optique de la droite qui veut allonger le temps de travail. Elle est là la solution. Quand même. Alors oui, donc on va vous répondre. Je voudrais libérer Nicolas Corato qui nous a éclairé sur cette fameuse commission mixte paritaire. Merci beaucoup. On peut encore lui poser une question. Eh bien, allez-y, Philippe Bécher. Nicolas, juste,
comment se fait-il que l'apparente rationalité quantitative de cette réforme, on entend sans arrêt des raisonnements quantitatifs du type comment peut-on éviter une telle réforme? Pourquoi, à votre avis, n'a-t-elle pas convaincu la majorité de l'opinion? Est-ce que même dans des domaines arides, on a un peu besoin de lyrisme? Qui est le paravent de l'ignorance en Nicolas Corato. C'est bien de le reconnaître. C'est bien de le reconnaître, cher Philippe. D'abord, la première chose, c'est que cette rationalité que vous invoquez, de fait, a été battue en brèche pendant le débat. C'est-à-dire qu'en fait, cette réforme qui était présentée comme une réforme d'experts très responsable s'est révélée en fait une réforme mal préparée, y compris techniquement, avec des erreurs, avec des approximations, avec des malentendus, des ambiguïtés. Et ça, il faut quand même le souligner. La deuxième chose, pour revenir à l'irrationnel, c'est peut-être parce que il est difficile d'entendre 2 ans après le Covid que c'est aux mêmes qu'on va demander le plus gros effort. C'est-à-dire qu'on va demander à ceux qui ont travaillé, parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup travaillé pendant le Covid, ceux qui étaient effectivement cette fameuse première ligne, c'est à eux qu'on va demander le même type d'effort. Nous, on continuera à faire des émissions de radio confortablement installées dans nos canapés. C'est vrai que c'est confortable. Mais eux, ils iront ramasser les poubelles 2 ans de plus. Merci beaucoup Nicolas Corato pour cet éclairage. On va tout de suite aller sur le terrain parce que dans cette question, est-ce que la journée de mobilisation aura servi à quelque chose? Il y a le point de vue des syndicalistes. Et Denis Bréant est avec nous, responsable de l'activité automobile de la fédération CGT Métallurgie. Vous étiez aujourd'hui sur le point de blocage à Caen, Denis Bréant. Pourquoi ça rigole autour de la table? Il entend le mot CGT et il rosille de plaisir. Ah d'accord, oui, parce que donc vous faites un heureux, Olivier d'Artigol. Il lâche pas son fromage, il lâche le couteau qu'il a entre les dents. Voilà. Alors bonsoir et merci Denis Bréant. Quel est le sentiment général? Parce que il y a une mobilisation quand même assez moindre, avec un taux de grévistes peut-être pas autant attendu que cela. Vous gardez un positivisme, un optimisme? Oui, tout à fait. La preuve, je suis encore sur le point de blocage, des points de blocage cannés, qu'on va certainement lever, on va le décider lors d'une assemblée générale. Mais aujourd'hui, les points de blocage qu'il y avait à Caen, c'était le mot d'ordre, c'était de bloquer tout ce qui est routier et de laisser passer les véhicules légers. On a pu voir d'ailleurs que les gens soutenaient l'action, majoritairement. On sent que l'action est toujours populaire et la détermination des militants est toujours la même. Donc aujourd'hui, on est parti sur un bras de fer avec le gouvernement et on va pas lâcher, quoi. Ça se sent, les échanges qu'on a sur le piquet de blocage, on sent les gens prêts à repartir sur d'autres actions. Malgré les décisions et le gouvernement qui reste sourd à toutes nos demandes. Bon, Olivier d'Artigol vous répond. Elisabeth Lévy. Alors je la regarde, elle me dit non, pas de question. Alors allez-y, Elisabeth. Une question, c'est non, mais en fait, parce que je reprends un peu ce que disait Olivier tout à l'heure, vous ne craignez pas surtout que dans le fond, ces grèves à répétition où les gens auront perdu quand même de l'argent et qui n'auront pas atteint leur objectif, très probablement. Alors on ne sait pas. Je me place dans l'hypothèse où la réforme passe d'une façon ou d'une autre. Est-ce que vous ne craignez pas que ça laisse surtout du ressentiment, de l'amertume, enfin disons un sentiment de défaite en fait? Bah écoutez, là pour l'instant, on est toujours dans la lutte. Pour l'instant, la réforme n'est pas encore entérinée pour tous ceux qui bloquent. Et on fera les comptes à la fin. Et moi, je pense que Macron joue beaucoup plus gros que nous. S'il use du 49-3, par exemple, je pense que les prochaines élections pour son parti seront très très compliquées. Olivier d'Artigol. Les retours que j'ai des manifs, notamment celle à Pau, où il y avait 10 000 personnes, font état de mobilisation et de manifestants qui n'ont pas l'âme en peine. Il y avait de la combativité, il y avait de l'énergie, donc il y a un véritable mouvement social. On se dit, mais est-ce qu'elle a servi à quelque chose? Cette journée a servi d'inscrire le mouvement social, l'intersyndical, les mobilisations dans le paysage de cette journée. Imaginez une journée sans ces initiatives et ces mobilisations. Et encore une fois, on va au terme demain d'une séquence parlementaire, mais qui ne va en rien siffler la fin de la partie concernant le climat dans le pays autour de ce sujet qui est un sujet qui au final n'aura pas traité que des retraites,
mais du travail, de son sens, de sa nature, de sa valorisation, aussi du rapport à la démocratie. Donc je crois que ça, c'est une séquence qui a démarré et qui ne se terminera pas demain. Denis Bréant, pour conclure, et encore une fois, merci de nous accorder un petit peu de votre temps. Vous restez sur le point de blocage à Caen. Combien de temps ? Eh ben là, écoutez, normalement, il y a une assemblée générale qui va être faite à 19h. Je pense que le blocage risque d'être levé, mais dès demain, il y a déjà d'autres actions programmées sur le Calvados, notamment auprès des députés. Aller leur rendre une petite visite pour leur faire comprendre notre motivation qui reste sans faille, quoi. Voilà. Et puis, vous savez, quand on discute avec les salariés qui soutiennent le mouvement, même s'ils sont pas forcément présents, on sent malheureusement qu'il n'y a pas que la colère sur les retraites. Il y a le pouvoir d'achat, il y a les conditions de travail. Et je pense que là, Macron a fait de la France une cocotte minute. Bon, c'est effectivement la petite musique qu'on entend. Vous la repreniez tout à l'heure aussi, Olivier d'Artigol. Demain, il risque encore d'y avoir des démonstrations de force, des mouvements de mobilisation. En tout cas, on l'a bien entendu de votre part, Denis Bréant. Vous êtes responsable de l'activité automobile à la Fédération CGT Métallurgie et vous êtes toujours donc sur le point de blocage à Caen, dans le Calvados. Les vraies voix restent avec nous. Nous marquons une pause. Vous avez dit à la question, la journée de mobilisation aura-t-elle servi à quelque chose? Oui, à 53,2%. Réaction au 0826 300 300. On prolonge le débat parce que c'est une journée pas comme les autres, parce que c'était la journée de mobilisation. 0826 300 300, Sud Radio. Une émission spéciale aujourd'hui, j'en profite pour renvoyer tout un tas de gestes et de pensées affectueuses à Cécile de Midibus, qui est souffrante. Ne vous inquiétez pas, mais bon, aujourd'hui c'était repos. Merci à Cécile qui nous a quand même aidé à préparer l'émission. Elle sera avec nous demain. Autre émission, pourquoi particulière cette émission? Autre point, bien sûr, c'est cette journée de mobilisation, le 15 mars, avec des grèves, des manifestations et surtout donc cette validation par la commission mixte paritaire donc du projet de loi. Alors, qu'est-ce qui nous attend maintenant dans l'actualité? Bien, c'est la réception ce soir d'Elisabeth Borne par Emmanuel Macron à l'Elysée. D'ailleurs, Elisabeth Borne sera accompagnée des ministres concernés par la réforme sur les retraites, 49.3 ou pas, il en sera question. Nous sommes toujours avec nos vraies voix, Philippe Bilger, Elisabeth Lévy, Olivier d'Artigol, qui vont bien répondre à notre auditeur 0826 300 300 qui a été le premier à dégainer, Jean-Philippe, qui habite dans l'Essonne. Bonsoir Jean-Philippe. Bonsoir. Vous travaillez à la RATP, c'est ça, donc les métros et tout ce qui est réseau transport parisien, c'est bien ça? Tout à fait. Alors, votre avis sur cette journée, cette mobilisation? Alors, moi, j'irais dans un premier temps, non, ça n'a pas servi à rien, parce que ça a quand même permis aux gens de s'exprimer, malgré tout. On a quand même pu défiler, on a été responsable, on n'a rien cassé, on a fait les choses comme il fallait, proprement et tout, et on s'aperçoit que malheureusement, quand on est responsable et sympa et puis gentil, on défile gentiment, et avec ce gouvernement, alors un coup il y avait les gilets jaunes, ils se sont fait massacrer. Un coup, là c'est nous, mais on n'écoute pas. Un coup, Monsieur le Président fait des belles réunions avec les maires, mais il prend toutes les revendications que les gens font, que les maires font, et il fait un classement vertical. Donc à un moment donné, oui, ça a été utile parce qu'on a pu au moins s'exprimer. Maintenant, vous êtes allé manifester, Jean-Philippe, aujourd'hui, c'est ça? Racontez-nous. Non, samedi. Samedi dernier. Samedi, j'étais en grève samedi, puis 2 autres jours, en début le 7 et le 8. Voilà. Malheureusement, on s'aperçoit que après on se demande pourquoi il n'y a plus personne qui vote. Que comme un auditeur disait, on n'a plus qu'à brûler nos cartes d'électeurs, puisque de toute manière, il n'y a plus personne qui écoute. Donc en gros, on est face à... Alors là, c'est une petite pierre dans le jardin d'Elisabeth, parce que j'ai appris à apprécier Elisabeth malgré sa véhémence, mais et puis elle défend ses idées bien comme il faut. Malheureusement, on parle de théorie du marché, et aujourd'hui, on s'aperçoit, nous,
public normal, citoyen normal, que par exemple sortir du marché de l'électricité basé sur le charbon, eh ben non, personne ne le fait. L'Espagne peut le faire, le Portugal peut le faire, mais pas nous. Donc nous, on prend de l'inflation plein la tête. Bon, vous voyez, et Elisabeth Lévy dit j'approuve. Je vous approuve totalement. Alors, sur ce que nous dit Jean-Philippe, on a quoi? On a 30 petites secondes, un petit constat de vous trois. Philippe Bilger. Jean-Philippe, est-ce que vous considérez que la nature même du projet des retraites, qui peut bouleverser des existences, mais qui n'est tout de même pas capitale, justifiait tant d'efforts syndicaux de votre part? Une réponse rapide, cher Jean-Philippe. Alors, on peut se poser la question comme ça, sauf qu'au bout d'un moment, c'est une exaspération totale. L'EDF, l'inflation, l'essence, le Covid, les gilets jaunes, on nous raconte n'importe quoi sur le nucléaire, on ferme des centrales pour finalement les rouvrir, faire du charbon. On vous dit que vous polluez trop, mais en même temps, nous, à côté en Allemagne, on ouvre des centrales à charbon et les vents dominants nous ramènent les particules chez nous. Je veux dire, c'est un ras-le-bol total. Oui. Alors, on sent bien cette espèce d'ensemble de choses qui, finalement, donne une atmosphère très, très, très pesante suite au prochain épisode. Merci, Jean-Philippe. Juste, si vous me permettez, alors, en 10 secondes. Je rajouterai juste une chose, parce que, en gros, on se rend compte, pour ça, j'ai brûlé nos cartes d'électeurs. Le pouvoir législatif, s'ils votent pas comme ils font, ils sont exclus. Donc maintenant, comme c'est des professionnels de la politique, il y en a plus un qui tient un petit peu qu'on a dans son slip, quoi. On va le dire comme ça. Et pour conclure, puis l'exécutif, on prend au plus haut niveau de l'Europe, c'est corrompu partout. On le voit au plus haut niveau. Bon, alors la corruption, c'est une autre question. Encore faut-il le prévoir. On parlait du ras-le-bol. Oui, Jean-Philippe, j'ai bien compris le ras-le-bol. Et bien sûr, vous, les auditeurs de Sud Radio, vous avez la parole. Parce que, de toute évidence, qu'on soit pour, qu'on suspecte telle ou telle chose, il y a une chose. C'est vrai qu'il y a quand même, et on le sent, un ras-le-bol. Chacun à son niveau, chacun de son point de vue. Et le point de vue, il a été particulièrement partagé ce soir par les vraies voix. Elisabeth Lévy, Olivier d'Artigol et Philippe Bilger. Vous avez vu, c'est bien de terminer aussi. Comme ça, je vous mets en valeur. Merci beaucoup à vous. Nous nous retrouvons dans un instant, les vraies voix citoyennes. On a débordé, mais c'est obligé, avec une journée particulière comme celle-ci. Dans un instant, les infos. Merci des vraies voix. À tout de suite, on continue.